Notre second débat de la soirée auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. Le monde du football ébranlé par les affaires. Affaires présumées de matchs truqués, fraude présumée lors de transferts de joueurs qui visent notamment l'Olympique de Marseille. Vincent Labrune, l'actuel président du club, mais également des anciens dirigeants comme Jean-Claude Dacier ou encore Pape Diouf sont toujours en garde à vue ce mercredi soir. Assiste-t-on à une opération main propre de la justice française dans le monde du football? Ces pratiques sont-elles nouvelles ou grand-gagnent-elles depuis des années le monde du foot? Comment faire pour assainir ce milieu qui brasse tant d'argent? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, David Garcia. Bonsoir, vous êtes journaliste indépendant, collaborateur au Monde diplomatique, auteur de l'histoire secrète de l'OM, c'est aux éditions Flammarion, et vous avez enquêté durant 2 ans sur ce club. Karim Zeribi, bonsoir. Karim Zeribi, vous êtes ancien footballeur professionnel, tout le monde ne le sait pas peut-être, mais je le rappelle, vous avez évolué au Stade Levallois et à l'Olympique d'Avignon. Vous avez arrêté le football suite à une blessure au genou. Vous êtes lancé ensuite en politique. Vous êtes conseiller municipal et communautaire à Marseille et vous êtes ancien député européen Europe Écologie Les Verts. David Garcia, vous êtes surpris par ces affaires qui secouent le monde du foot ? Bah, pas vraiment, non, parce que, comme vous l'avez dit dans votre présentation, ça fait des années que le football est gangréné par la corruption, par le blanchiment d'argent sale, et s'inscrit dans un environnement plus que douteux. On peut dire que le football, c'est le règne de l'argent droit. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de règles, on s'enrichit au maximum. Donc non, malheureusement, c'est pas très surprenant. Et ce qu'il faut dire, c'est que Marseille a souvent été frappé par ce fléau. Mais il faut dire que c'est pas du tout propre à Marseille et à l'OM. Enfin, aujourd'hui, ça va loin quand même, parce qu'on parle quand même de lien avec le grand banditisme. Est-ce que ça tient la route, selon vous, ces accusations ? Bah, j'ai envie de vous dire, oui, il y a une connexion avec le grand banditisme. J'allais vous dire. Comment se fait-elle, cette connexion ? Malheureusement. Expliquez-nous, parce qu'on... Voilà. Bah, au départ, vous avez une affaire, sans entrer dans les détails, c'est une affaire d'extorsion de fonds liée à des discothèques. Et vous avez des voyous qui ont des liens avec des gens, des intermédiaires qui travaillent avec l'OM, qui veulent se faire de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, et c'est comme ça qu'on a des agents dont la réputation est plus que trouble, qui ont déjà été impliqués dans des affaires et qui bénéficient d'un grand laxisme de la part des dirigeants de l'OM, car il est là le problème, c'est que... Pourquoi ce laxisme des dirigeants de l'OM, selon vous ? Manque de courage. On a quelqu'un comme Jean-Claude Dacier qui est arrivé avec sa stature disant « moi je vais faire le ménage », mais il n'a rien fait du tout. Et puis c'est vrai qu'il a fait preuve d'une naïveté coupable, des transferts d'un montant faramineux, 18 millions, même 20 millions pour ce qui concerne Gignac. Déjà à l'époque, ça avait paru extrêmement bizarre. Et puis un agent qui était déjà très marqué, puisque Jean-Christophe Cano, l'agent de Gignac, était quand même un proche d'un ancien parrain. C'est lui qui avait présenté Robert-Louis Dreyfus, le patron de l'OM, à un des parrains marseillais. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, c'est comme si on ne tirait pas les leçons du passé. Karim Zeribi, est-ce que vous avez été surpris? Vous qui connaissez très bien aussi Marseille, qui connaissez le monde du foot, est-ce que vous avez été surpris de ces affaires? Moi, j'ai 2 principes. D'abord, je pense qu'il y a des brebis galeuses partout, dans tous les milieux. Et je ne vois pas pourquoi le football, effectivement, serait le monde des bisounours. Effectivement, dans le football, il y a des agents profondément honnêtes et des agents véreux. Ça existe. Ensuite, quelles sont les pratiques? Il y a de tout. Il y a des gens qui ont des pratiques très claires, respectueuses de la législation, puis il y a des gens qui contournent toujours et qui sont toujours en train de chercher des arrangements qui sont malsains. Autour de l'Olympique de Marseille, quand on est Marseillais, ça fait des décennies qu'on entend parler de choses pas claires et pas nettes. La justice, aujourd'hui, semble avoir mis le paquet, j'ai envie de dire, pour faire le clair sur cette affaire. Mais pourquoi aussi tardivement, Karim Zeribi? C'est quand même la question qu'on peut se poser. Je ne peux pas vous répondre, moi. Peut-être qu'il n'avait pas jusqu'à présent des éléments suffisamment probants pour déclencher ce qu'il déclenche aujourd'hui. Là, il y a quand même une armada. On sent que c'est sur la base d'écoutes qui ont été effectuées, qu'il y a quand même des éléments probants. Moi, je dis qu'il faut laisser la justice aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. J'ai la présomption d'innocence pour ceux qui sont en garde à vue aujourd'hui. Donc, il faut la respecter. Néanmoins, je demande, et j'espère, que la justice ira jusqu'au bout. Parce qu'il est nécessaire qu'on sorte soit des fantasmes qui entourent l'Olympique de Marseille et Marseille, ma ville, soit, effectivement, qu'on crève l'abcès et qu'on reparte sur des bases saines. Parce que cette situation ne peut pas durer. Effectivement, cela a été dit. À un moment donné, il y a eu 2 transferts à 48 heures de la fin du timing des transferts qui ont interpellé 18 millions Gignac, 15 millions Rémy. Ça fait 33 millions. Au moment où l'OM disait à Deschamps, qui était le coach à l'époque, on n'a pas d'argent. Donc on ne peut pas dépenser, on ne peut pas acheter. Je crois que c'était un Brésilien qui jouait à Séville à l'époque. On avait refusé à Deschamps. Et 48 heures avant la fin des transferts, on achète 2 joueurs
parmi des sommes qui sont, je crois, les plus importantes en France dans un transfert. Donc il y a de quoi être interpellé quand on est un observateur du football. Pourquoi on dit qu'on n'a pas d'argent quelques semaines avant et pourquoi on est capable de sortir 33 millions d'euros à 48 heures de la fin de, je dirais, de la limite des transferts. Donc il faut qu'on clarifie ces choses-là. Et je crois que c'est nécessaire pour le football en général. Parce que après derrière, c'est la porte ouverte à tout. Et puis pour le football amateur, et puis pour les jeunes, on a l'impression que cette exemplarité qui doit venir d'en haut, mais finalement, elle est hyper défaillante. Et c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de mafia. On entend ces termes-là. L'argent, le football aujourd'hui, vous diriez, est pourri par le monde de l'argent. On en a beaucoup parlé au moment de l'affaire Zaya. On en a parlé. Non, mais parce que voilà, il y a une sorte de. C'est pas seulement qu'il est pourri, c'est qu'il n'y a pas de régulation et que ceux qui sont censés le réguler n'appliquent pas leurs propres règles. Je vais vous donner 2 exemples. L'agent numéro 1 en France, celui qui fait le plus d'affaires, c'est Jean-Pierre Bernès, un ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. Bon, Jean-Pierre Bernès, il a été condamné dans le cadre de l'affaire VAOM. En principe, il ne devrait pas pouvoir exercer sa profession d'agent. Le règlement de la FIFA est très clair là-dessus. Or, l'actuel président de la Fédération française de football, qui fut président de la Ligue de football professionnel, a exonéré Monsieur Bernès de cette règle. Il lui a dit non, finalement, tu peux exercer. Il l'a même reconnu. Mais ça va loin comme ce que vous dites. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a une collusion entre les instances dirigeantes du football, la FFF, Fédération française de football. Un laisser-faire quoi? Pourquoi il laisse faire? Il laisse faire parce que c'est la logique de l'audience, de l'argent, de la performance. Et il faut gagner à tout prix, c'est ça. Je veux dire, il faut le demander à M. Le Gret. Mais M. Le Gret le reconnaît benoîtement. Au moins, c'est quelqu'un de tout à fait sincère. Il l'a dit lors d'une émission de télévision sur une chaîne concurrente. Il a dit oui, mais M. Bernès, je le connais, lui, c'est pas pareil. Non, les règles doivent s'appliquer à tous, c'est le principe de la démocratie. Or, dans le football, il n'y a pas de règles. Et on le sait, c'est jusqu'au plus haut sommet des fédérations françaises. On le sait, la FIFA est gangrénée par la corruption. C'est pas moi qui l'ai révélé, c'est notoire. Donc, le football, c'est vraiment un des secteurs de la société où règne le plus l'argent roi. Et ce qui est un exemple terrible pour les jeunes, parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, ce sont les voyous qui s'en sortent et qu'on ne les arrêtera jamais. Alors vous dites, on a mis les moyens, mais ça c'est une goutte d'eau. Et encore une fois, il faut le redire, ça n'est pas que l'OM. On a l'impression qu'on tape toujours sur l'OM, mais moi je ne dis pas, il y a un problème OM. C'est un problème général. Le PSG... Et on voit l'affaire des matchs truqués, là aussi, c'est encore un problème d'argent. Enfin, quand on voit Nîmes, Caen, Nîmes qui aurait peut-être acheté des matchs pour pouvoir passer en Ligue 2, Caen, ça l'aurait peut-être... Ça aurait aussi peut-être arrangé Caen pour passer en Ligue 1. C'est effrayant quand même, Karim Zeribi. Je suis pour qu'effectivement on fasse le clair sur toutes ces affaires, c'est nécessaire. Mais je suis aussi pour qu'on évite, je dirais, de tirer sur l'ambulance en donnant le sentiment que tout le football est pourri, tel que c'est pas vrai, ça, vous pensez que c'est pas vrai? En face de moi est en train de le faire. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Il faut qu'on arrête. Chez les hommes politiques, il y a des gens qui mettent les doigts dans le pot de confiture. Il y a des gens profondément honnêtes. Dans le monde de l'entreprise, à l'identique. Dans la société, c'est comme ça. Donc moi, entendre dire « le monde du football est pourri », c'est quelque chose que je refute et je refuse totalement. Parce qu'il y a des gens pourris, véreux, et il faut que ces gens-là soient aujourd'hui sanctionnés, il faut qu'on fasse le clair sur leurs pratiques, mais il y a aussi des gens qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a des agents honnêtes, il y a plus de 350 agents dans notre pays. N'allez pas me dire que les 350 sont des voyous. C'est un scandale de tenir de tels propos. C'est faux. Il y en a, mais il y en a aussi qui sont honnêtes et qui font leur job correctement. Ils méritent le respect. Moi, quand j'entends ce genre de poncif, le football parce qu'il y a de l'argent, c'est pourri. Non, bien sûr qu'au sommet de la FIFA aujourd'hui, il y a un rapport qui met en doute l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar et en Russie. Mais c'est pas le premier. Mais là aussi, c'est pas le premier. Mais même Michel Platini a émis des doutes. Il est président de l'UEFA. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les instances du football, il y a des gens qui sont aussi demandeurs d'éthique, de fair play, de respect des règles. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui s'accommodent de ces règles et qui détournent. Il prenait l'exemple de Bernès. Moi, je connais pas la règle, effectivement, qui dit que ceux qui sont condamnés, vous me l'apprenez. Quand on a un casier, on ne peut pas exercer le métier. Mais je ne le savais pas. Je le savais pas. Mais la réalité, c'est que Bernès, aujourd'hui, c'est l'agent de Deschamps, de Laurent Blanc, de grands joueurs. C'est le premier agent. Je crois qu'il a payé pour les erreurs qu'il a faites par le passé. Est-ce qu'il doit prendre une perpétuité et ne plus jamais exercer son métier? Je ne pense pas. C'est la règle. Je ne pense pas. La règle doit s'appliquer. Un autre exemple, on a parlé des affaires avec Gignac. Il y a un autre transfert qui est concerné, c'est le transfert de Souleymane Diawara. Ouais. L'agent qui a fait le transfert de Souleymane Diawara, Karim Aklil, à l'époque, il n'avait pas sa licence d'agent. Il a utilisé un prête-nom, un autre agent. Donc c'est pareil, il n'aurait pas pu le faire. D'ailleurs, la fédération avait été saisie par d'autres agents, donc ce transfert aurait dû être à minima frappé de nullité. Or, il ne l'a pas été. À nouveau, les fédérations ne respectent pas leurs propres règlements. Et ça, en face, les agents, vous avez raison, tous les agents ne sont pas véreux, ce n'est pas ce que j'ai dit. Simplement, ce sont... C'est mieux quand c'est dit.
Tout à fait. Je dis que la FIFA et la Fédération française ne faisaient pas respecter ses propres règlements. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes rassuré par cette enquête quand même? Parce que vous disiez, mais non, ils ne mettent pas les moyens. Franchement, moi qui connais un peu le football et qui le suis depuis très longtemps, j'ai le sentiment là que les moyens sont mis. Alors à l'OM, on dit aujourd'hui, évidemment les supporters de l'OM l'ont un peu mauvaise, et ils disent aujourd'hui, oui, on s'attaque aujourd'hui à Marseille parce qu'on est en tête du championnat. Est-ce que vous pensez qu'il y a un calendrier ou pas du tout? Moi, je ne le crois pas. Voilà. Et à un moment donné, on peut être supporter de l'OM, aimer sa ville comme je l'aime, aimer son club comme je l'aime, et à un moment donné, être un peu objectif, prendre du recul et dire que ça fait trop longtemps qu'on entend parler de choses pas nettes autour du club. Et qu'à un moment donné, il faut faire le clair sur ces choses pas nettes. Et donc, si la police, aujourd'hui, enquête, et si la justice doit, à un moment donné, nous amener à mettre le clair sur ce qui est un peu trouble aujourd'hui, j'y suis partisan. Alors justement, Karim Zeribi, il y a Éric de Montgolfier qui s'était occupé de l'affaire, qui était procureur au moment de l'affaire OMVA, c'était en 1993, et qui a pointé du doigt aussi les hommes politiques en disant, les hommes politiques aussi, ils ont laissé faire aussi pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien s'afficher dans les stades de foot et surtout pas toucher au monde du football. Est-ce que vous, qui êtes un homme politique, est-ce que vous avez eu ce sentiment? Alors je ne dis pas vous que vous n'avez pas voulu toucher au monde du football, mais vous qui côtoyez les politiques, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Non, mais j'ai bien compris, je ne l'ai pas pris pour moi. Voilà. Jean-Claude Gaudin ne va pas beaucoup au match. Je n'ai pas le sentiment qu'il se sert de l'OM comme une vitrine et il n'est pas de mon bord. Je pourrais effectivement l'attaquer à ce niveau-là. Renaud Muselier, lui, il y va. Renaud Muselier, il y va, mais Renaud Muselier, il apprécie le football, il aime le football, il joue au football. Ouais, vous n'avez pas le sentiment que les politiques protègent ce milieu-là? Ils ne protègent rien du tout, franchement. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils protègent? C'est une propriété privée, l'Olympique de Marseille. Il y a un actionnaire qui met des millions d'euros sur la table. Donc, le club, la ville, pardon, loue le stade. Donc, c'est la seule relation qu'elle a. Après, ce n'est pas aux politiques de faire la justice. Il ne faut pas quand même mélanger les genres. Les politiques peuvent réguler, peuvent quoi? Ils peuvent réguler, attendez, les politiques. Mais réguler quoi? On le sait, on sait effectivement. Réguler quoi? Les transferts? Souvenez-vous, en 98, Chirac et Jospin qui s'affichaient. En 2006, un exemple, Dominique de Villepin avait le problème de la grève des étudiants contre le CPE. Et à l'époque, le Canard enchaîné l'avait relevé, il disait « Ah, mais de toute façon, si on gagne la Coupe du Monde, on n'entendra plus parler du CPE. » Donc effectivement, il ne régule pas, il y a un laisser-faire général, parce que c'est médiatique et populaire. Vous le mélangez tout, dire qu'une victoire... Si la FIFA ne le fait pas, c'est aux politiques de prendre le relais. Non, mais vous mélangez tout, excusez-moi. Mais dire que... Sarkozy et le Qatar, c'est pas moi qui l'ai inventé. Excusez-moi, non mais là, voilà, vous passez du coq à l'âne, Sarkozy et le Qatar. Nicolas Sarkozy, effectivement, semble-t-il... Mais c'est pas parce que Nicolas Sarkozy a des liens avec le Qatar que vous avez, encore une fois, à mettre tous les hommes politiques dans le même sac en disant « Mais cautionne ce qui se passe dans le monde du football quand c'est pas clair ». Citez un exemple. Arrêtez les exemples. Mais non, mais c'est des exemples qui ne tiennent pas. Une Coupe du Monde de football, quand on la gagne, ça met du baume au cœur à tout le monde. Vous pouvez dire le contraire? Ah oui, mais je ne dis pas le contraire. Eh bien alors, c'est une évidence. C'est pas une palissade. Mais ça a un impact, par exemple, Karim Zeribi, je comprends ce que dit aussi David Garcia, il dit que ça a aussi un impact. Par exemple, quand on gagne une Coupe du Monde, François Hollande aurait peut-être aimé gagner la dernière Coupe du Monde parce que ça donne un petit coup quand même de popularité, généralement au président en place. Ça avait été le cas pour Jacques Chirac en 98. À la démoralisation effectivement d'un pays quand les choses vont mal sur le plan économique et social, et c'est une forme effectivement de satisfaction qu'on va chercher dans une forme d'unité nationale autour du sport. Moi effectivement je suis plutôt partisan qu'on trouve des réponses aux problèmes économiques et sociaux plutôt qu'on attende effectivement de gagner une Coupe du Monde pour que les Français soient heureux et aient un peu de bon au cœur. Mais on ne peut pas nier qu'une victoire en Coupe du Monde, qu'une médaille olympique ne rendent pas les Français un peu plus fiers de ce qu'ils sont. Après, ça ne fait pas la politique, tout ça. Il faut qu'on arrête, quoi, je veux dire. Donc, là, c'est quand on aime mettre tout le monde dans le même sac. Mais vous ne pensez pas que le monde du football brasse peut-être trop d'argent aujourd'hui? C'est 5 milliards d'euros. Mais c'est un vrai sujet, ça. Oui. C'est 5 milliards d'euros par an. Est-ce que finalement, aujourd'hui, entre le jeu et le business, est-ce que ce n'est pas le business qui a pris le pas sur le jeu? Et finalement, le gros problème aujourd'hui du football, c'est ça. Mais Vanessa, c'est du si on prend les sujets les uns après les autres, et si vous me posez la question, est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent dans le football? Ma réponse est clairement oui. C'est même, je dirais, ahurissant. C'est amoral, je veux dire, de ce qui se passe dans le football. Mais évidemment, vous vous rendez compte les salaires qu'on a aujourd'hui pour un footballeur qui tape dans un ballon? Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière, Karim Zeribi? On ne pourra jamais revenir en arrière. La régulation ne peut pas venir effectivement des politiques français. Mais c'est aux politiques de réguler au niveau du territoire français. Mais ça ne se tient pas au niveau du territoire français. Mais si la Fédération française n'est pas capable ou ne veut pas le faire, c'est effectivement à la France au niveau du territoire national. Par exemple, le problème des agents. Toutes les institutions européennes travaillent sur ça. Il y a des rapports. Il y a un vrai problème. Il ne s'agit pas de dire que tous les agents sont véreux, effectivement. Mais on sait qu'il y a beaucoup de sommes qui transitent par des paradis fiscaux. Il y a le blanchiment d'argent. Je ne les mets pas tous dans le même sac. Il y a des tas d'agents très honnêtes qui permettent à des jeunes joueurs de réaliser leurs rêves et ils le font avec beaucoup d'abnégation. Voilà, c'est dit, je le dis très clairement. Mais
Mais on voit bien que les instances sportives sont prises dans des conflits d'intérêts. Donc c'est, me semble-t-il, aux législateurs, au gouvernement, de réguler ce monde-là. Figurez-vous qu'ils avaient essayé de limiter le pourcentage des commissions. Ça devait être limité, ça devait passer de 10% à 5%. Et puis finalement, il y a eu un lobbying, c'est retombé dans l'autre sens. Il me semble, au pouvoir public de réguler là où les instances ne le font pas. Voilà, c'est un exemple précis. Du côté des instances du football, parce que c'est quand même elles qui sont normalement les instances régulatrices. On a une instance qui s'appelle l'UEFA, qui doit mettre tous les pays européens à la même enseigne. Parce que sinon, effectivement, si un gouvernement fait une politique, un gouvernement fait une autre, la cohérence manquera. Et je pense effectivement qu'on n'ira pas bien loin. On a essayé de réguler la profession d'agent. Ils ont essayé à un moment donné. Ils ont dit, il faut une garantie financière, la licence, il va falloir l'acheter. Ça ne marche pas. Parce que même les voyous peuvent acheter une licence aujourd'hui qui coûte cher. Ils ont levé ça. Ils ont dit, il faut passer un examen. Un examen, aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas très honnêtes peuvent le réussir. Donc, ils reviennent sur l'examen. Et là, il semblerait, et je parle sous votre contrôle parce que vous avez enquêté, qu'au mois d'avril 2015, il n'y aura ni garantie financière, ni examen. Tout le monde pourra devenir agent. On sent une impuissance du côté des instances footballistiques, pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne. Et là, c'est un vrai sujet, à la fois pour l'Union européenne et pour l'UEFA, pour travailler de concert, pour mettre un peu de clarté, un peu de transparence, un peu d'éthique. Donc, dans ce monde du football, qui brasse des sommes colossales, 400 000 € par mois pour quelqu'un qui tape dans un ballon, c'est indécent, me semble-t-il, aujourd'hui, dans la situation de notre pays, dans la situation économique de notre continent. À un moment donné, il faut le dire, mais il faut peut-être aussi prendre les mesures. Et les mesures, on ne peut pas les prendre simplement dans les frontières de l'Hexagone. Bah non, sinon on n'aurait plus de bons joueurs, on n'aurait plus de stars, on n'aurait plus de Le football est mondialisé, donc il faut prendre une mesure aujourd'hui qui est à minima celle de l'Union européenne et celle de l'UEFA. Sur les règles des transferts, on peut réguler. Alors peut-être qu'il y aura une perte de compétitivité, mais au nom de la compétitivité, on ne peut pas accepter la corruption, le blanchiment. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. C'est ça l'ambiguïté. Mais l'agent irait s'installer en Italie ou en Espagne. Vous savez très bien que tout ça est très facilement contournable. Ne donnez pas le sentiment que vous avez des recettes faciles. Tout ça est très compliqué. Reconnaissez-le au moins. Il faut au moins commencer par appliquer les règles quand elles existent, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est autre chose. Effectivement, vous avez raison. Si elles ne sont pas respectées, il faut qu'elles le soient. Il faut surtout que la justice aille jusqu'au bout, parce qu'on demande de la transparence et de l'éthique, et Marseillais, et ça peut coûter cher à Marseille, ça peut coûter cher à votre club, parce qu'il y aura peut-être des sanctions, hein, et ça va être dur pour les supporters d'être rétrogradés. Ça coûte surtout très cher à l'image de ma ville et des Marseillais, qui passent tous pour des voyous. Et il faut arrêter effectivement ces amalgames faciles et, je dirais, insupportables. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous, on accueille Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et on commence justement avec l'OM, l'Olympique de Marseille, dans la tourmente. Alors c'est vrai que c'était la une de l'équipe ce matin, puisque ils avaient consacré un petit texte à la victoire de l'équipe de France, mais à la une, c'était surtout la tourmente du côté de Marseille. Alors un certain nombre de sites d'information tentent de démêler un petit peu les écheveaux de cette affaire, parce que c'est relativement compliqué. On pointe du doigt le président, mais aussi ses prédécesseurs, mais on s'intéresse aussi à tous ces agents de joueurs. Alors un certain nombre d'articles soulignent qu'ils sont très nombreux, que parfois ils n'ont pas de licence, et finalement les rétrocommissions dont on parle tant, c'est presque devenu la norme, et d'ailleurs un agent de joueur le souligne en expliquant que c'est un vrai fléau qui encombre la vie du football professionnel français. Alors évidemment, du côté de l'OM, sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, on explique que les dirigeants sont tout à fait à la disposition de la justice. Un certain nombre de sites comme le Phocéen rappellent que finalement, il n'y a pas grand-chose de neuf, puisque les transferts qui sont évoqués comme étant un petit peu douteux, celui de Diawara dont vous avez parlé tout à l'heure, ou encore celui d'André-Pierre Gignac, c'est des affaires qui sont relativement connues depuis déjà un petit moment, des sommes d'argent dont on ne sait pas forcément ce qu'elles sont devenues. Alors évidemment, un certain nombre des réactions du côté de la twittosphère à Marseille, beaucoup de supporters de l'équipe de Marseille veulent que la justice aille jusqu'au bout, parce qu'ils ne veulent pas passer pour des voyous, vous le disiez tout à l'heure. Des réactions très nombreuses, mais aussi un certain nombre de détournements. On a vu apparaître sur la toile
ça ne fera pas plaisir à André-Pierre Gignac. Le nouveau maillot de l'OM qui ressemble à une tenue de prisonnier. Alors évidemment, André-Pierre Gignac n'a pas grand-chose à voir avec cette affaire. Et d'ailleurs, comme le soulignait aujourd'hui le Figaro, eh bien, il s'est un petit peu mis en colère puisque à la fin du match contre la Suède, remporté par la France, eh bien, on lui a expliqué que finalement, il fallait qu'il réponde aux questions qui concernent cette affaire. Il a refusé de le faire avec un brin de colère. Alors, on voit pas ce que je suis en train de vous raconter parce qu'on a un petit problème technique et donc je vous raconte ce que vous ne pouvez pas voir. On ne voit rien, mais je veux... Mais vous le racontez très bien, Karim, En tout cas, tous ces sites sont disponibles sur Internet. Et donc, du côté du Figaro ou encore du côté de Football 365, il y a beaucoup d'informations concernant cette affaire. Alors, il y a aussi l'autre affaire, celle qui concerne les matchs truqués de la Ligue 2 qui sont... On n'a pas beaucoup parlé, mais ça aussi, c'est une sacrée affaire. Qui est très commenté et certains évoquaient aussi le timing très mal choisi hier pour dévoiler la nouvelle mascotte pour le championnat d'Europe qui va se jouer en France. Au moment où ces affaires sont apparues, on dévoilait cette mascotte qui a été aussi très critiquée. En tout cas, il y avait beaucoup. On l'a vu dans le journal des sports de Benoît Perrochet. Pourquoi elle a été décriée, cette mascotte ? Elle a été décriée parce qu'elle n'incarne pas grand-chose aux yeux de beaucoup d'internautes. Pourquoi ? C'est la mascotte. Oui, la mascotte, c'est un petit gamin avec une cape qui lui permet d'avoir des super pouvoirs et de voler pour aller d'un peuple à l'autre. Vous l'avez aimé, vous, cette mascotte ? Moi, je n'ai pas été convaincu. On peut la voir ? On va la écoutez, c'est formidable, on a une image, on va se quitter dessus sur cette mascotte. Alors, vous allez nous dire, Karim Zeribi, vous la trouvez comment ? David Garcia ? Je ne fais pas de commentaires. Vous préférez celle de 84 ou de 98 ? Elle est un peu bon enfant dans un monde qui ne l'est pas vraiment, quand même. Ouais, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Karim Zeribi. Merci, David Garcia. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. On se retrouve demain soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Et on se retrouve donc demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal. Très belle soirée.